J'ai acheté ma maison à 26 ans. Mon père trouvait ça injuste pour ma sœur. 2 semaines après, avis d'expulsion, ma maison a été vendue. Quelqu'un a falsifié ma signature, mais mon notaire a repéré la supercherie et a donné l'alerte. Je m'appelle Victoire. J'ai 26 ans. Il y a 3 mois, j'ai finalisé l'achat d'une magnifique maison de style craftsman à 3 chambres dans une banlieue tranquille. J'ai économisé pendant 6 ans, travaillé les fins de semaine et renoncé à des vacances pour réunir la compte. Lorsque j'ai reçu ma famille pour un dîner de célébration, mon père, Richard, s'est tenu dans mon nouveau salon, a ricané et a dit « Quel gaspillage d'espace pour une seule personne. Ta sœur en a plus besoin que toi. » Exactement 2 semaines plus tard, je suis rentré du travail pour trouver un avis d'expulsion jaune vif placardé sur ma porte d'entrée. L'avis stipulait que ma propriété avait été légalement transférée à un nouveau propriétaire. J'avais 72 heures pour quitter les lieux. Lorsque j'ai retrouvé les documents, j'ai découvert une signature falsifiée transférant ma maison à ma sœur. Juste à côté de ma fausse signature se trouvait le sceau officiel de notaire de ma meilleure amie d'université. L'encre sur mes documents hypothécaires était à peine sèche lorsque j'ai invité ma famille pour un dîner de célébration. J'ai passé tout le samedi à cuisiner, à arranger les meubles et à polir le parquet. Je voulais que mes parents voient ce que mon salaire de directrice marketing et des années d'économies incessantes avaient bâti. Au lieu de cela, dès que mon père a franchi la porte d'entrée en chaîne, ses yeux se sont plissés. Il n'a pas dit félicitations. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il est passé directement devant moi, passant une main le long des lambris immaculés. Ma petite sœur, Héloïse, le suivait, caressant son ventre arrondi de 6 mois de grossesse. Héloïse n'avait jamais gardé un emploi plus de quelques mois. Son mari passait ses journées à se trouver, tandis qu'elle comptait sur nos parents pour payer son loyer. Elle est entrée dans ma cuisine, a ouvert mon nouveau réfrigérateur en acier inoxydable et a soupiré bruyamment. Elle s'est plainte de son appartement exigu, de son dos douloureux et de l'injustice qu'une femme célibataire possède une maison entière pour elle seule. Mon père s'est appuyé contre le comptoir en granit, les bras croisés. Il m'a regardé avec un regard froid et calculateur. Il m'a dit que j'étais égoïste. Il a déclaré que la famille est de la famille, et que cela n'avait aucun sens logique pour moi de thésauriser 3 chambres alors qu'Héloïse attendait un bébé. J'ai ri, pensant que c'était une blague cruelle. Je lui ai dit que j'avais travaillé pour cette maison, et qu'Héloïse pouvait travailler pour la sienne. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'a plus dit un mot pour le reste de la soirée. Il n'a fait que mesurer les pièces du regard. 14 jours ont passé. J'ai conduit en revenant du bureau un mardi, épuisé mais impatiente de me détendre sur mon nouveau Porsche. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le papier jaune néon flotter au vent contre ma porte d'entrée. Ma poitrine s'est serrée. Je suis sorti de la voiture, mes talons claquant sur le béton, et j'ai monté les marches. Les lettres noires grasses en haut indiquaient « Avis de déménagement ». J'ai arraché le ruban adhésif du bois, les doigts tremblants. Le document déclarait que la propriété appartenait désormais au fonds de fiducie de la famille Héloïse. Il exigeait que je remette les clés dans les 3 jours. Mon esprit s'est emballé, essayant de traiter ce texte impossible. J'ai composé le numéro de téléphone indiqué au bas de la page pour la société de gestion immobilière. Une femme a répondu à la 2e sonnerie. Son ton était neutre et bureaucratique. Je lui ai donné mon adresse et lui ai dit qu'une erreur avait été commise. Je lui ai dit que j'étais l'unique propriétaire et que je n'avais pas vendu ma maison. J'ai entendu ses doigts taper sur un clavier. Un instant plus tard, elle a soupiré. Elle m'a informé que l'acte de propriété avait été déposé auprès du greffier du comté 5 jours auparavant, signé par moi, transférant tous les droits à mon père en tant que fiduciaire pour ma sœur. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai raccroché et j'ai appelé Héloïse. Messagerie vocale. J'ai appelé mon père. Messagerie vocale. Le silence de leur côté était délibéré. Je me tenais sur le porche de la maison pour laquelle j'avais tout sacrifié, tenant un bout de papier qui effaçait 6 ans de sueur et de larmes. La trahison n'était pas une erreur administrative. C'était un vol calculé, et je devais découvrir comment ils avaient réussi. Le papier jaune semblait lourd dans ma main. Je suis resté sur mon porche pendant 1 heure tandis que le soleil se couchait. Le quartier s'est tu autour de moi. Les lampadaires se sont allumés, projetant de longues ombres sur les pelouses bien entretenues.
J'ai regardé à travers ma propre fenêtre le salon que j'avais peint moi-même. J'ai pensé à ma sœur cadette, Héloïse. Pour comprendre ma panique à cet instant précis, vous devez comprendre les règles tacites de ma famille. Dans notre maison, les désirs d'Héloïse étaient traités comme des urgences, et mes réussites comme de mineures contrariétés. J'ai appris cette dynamique très tôt dans la vie. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé mon argent de poche d'un emploi à l'épicerie pendant toute une année pour acheter une berline d'occasion. 2 mois plus tard, Héloïse a accidenté son vélo en le laissant derrière notre allée. Mon père lui a donné les clés de ma voiture et m'a dit de prendre le bus municipal. Il a dit qu'elle était fragile et avait besoin d'un moyen de transport fiable. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, ils ont manqué la cérémonie parce qu'Héloïse avait eu une petite dispute avec son petit ami et avait besoin d'un soutien émotionnel intense à la maison. J'ai appris à n'attendre rien d'eux. J'ai déménagé, construit ma carrière dans le marketing et gardé mon indépendance avec tout ce que j'avais. Mais cet avis d'expulsion était différent. Il ne s'agissait pas d'emprunter une voiture ou de manquer une remise de diplôme, c'était le vol calculé de mon sanctuaire. J'ai passé toute la nuit assise sur le sol de mon entrée. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai regardé la lune se déplacer sur le parquet que j'avais passé des années à économiser pour la voir. J'ai revu ce dîner de célébration dans mon esprit. Mon père mesurant les pièces du regard. Héloïse se plaignant de son appartement exigu. Il ne voyait pas ma maison comme un témoignage de mon travail acharné. Il la voyait comme un actif disponible pour l'enfant d'or. J'ai vérifié mon téléphone toutes les heures. Pas d'appel en retour. Pas de message. Juste un silence assourdissant de la part des personnes qui m'ont élevé. Ils pensaient que j'allais céder. Ils pensaient que la fille indépendante allait simplement s'en aller et se débrouiller seule, comme je l'avais toujours fait. Ils s'attendaient à ce que je renonce à ma sécurité pour qu'Héloïse puisse avoir une chambre de bébé. À 7 heures du matin, je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais mon esprit était incroyablement clair. La confusion avait disparu, remplacée par une concentration froide et aiguë. J'ai enfilé un tailleur-pantalon structuré. Je devais avoir l'air de quelqu'un qui ne pouvait pas être intimidé par la bureaucratie. J'ai conduit jusqu'au bureau du greffier du comté en centre-ville. La circulation matinale était lente, mais mon emprise sur le volant n'a jamais faibli. J'étais la première personne à franchir les lourdes portes vitrées lorsque le bâtiment a ouvert à 8 heures précises. Le hall sentait la cire de plancher âcre et le vieux papier. Je me suis dirigé directement vers le comptoir et j'ai donné mon adresse au greffier. J'ai demandé une copie imprimée de l'acte de transfert de propriété le plus récent pour ce terrain spécifique. Le greffier était une femme plus âgée aux yeux fatigués. Elle a tapé lentement sur son clavier. La grande imprimante ronronnait en arrière-plan. Elle a sorti une épaisse liasse de papier du plateau de sortie, l'a agrafée dans le coin supérieur gauche et l'a fait glisser sur le comptoir en stratifie vers moi. Je l'ai remercié, ma voix ne trahissant aucun des bouleversements à l'intérieur de ma poitrine. J'ai pris la liasse et me suis dirigé vers une petite table en bois dans le coin du hall. Je me suis forcé à respirer régulièrement avant de regarder les pages. Le jargon juridique était dense, mais le message principal était sans équivoque. Le document indiquait que Victoire Sterling, la cédante, avait volontairement et légalement transféré tous les droits de propriété à Richard Sterling, agissant en tant que fiduciaire principal pour le fonds de fiducie de la famille Héloïse. Le prix de transfert était indiqué comme étant $1. Mon estomac s'est retourné. J'ai tourné la dernière page du contrat. Mes yeux se sont fixés sur la ligne du bas où se trouvaient les signatures. Il y avait mon nom signé à l'encre noire. Mais c'était complètement faux. Les boucles des lettres cursives étaient forcées et non naturelles. L'inclinaison était trop droite. Mais l'erreur la plus flagrante était l'initiale du milieu. La signature disait Victoire Monsieur Sterling. Je n'utilise jamais mon initiale du milieu sur les documents légaux. J'ai toujours signé mon nom avec seulement mon prénom et mon nom de famille. Mon père connaissait mon deuxième prénom, bien sûr, mais il ne connaissait pas mes habitudes de signature légale. C'était une contrefaçon bâclée et précipitée. Il s'était assis, avait pratiqué mon nom quelques fois sur du papier brouillon, et avait signé tout mon avenir. Un froid aigu a parcouru mon échine. Je regardais une preuve documentée d'un crime grave. Mon propre père avait commis un vol d'identité et une fraude électronique pour assurer une vie confortable à sa fille préférée. Mais comment l'avait-il officialisé?
Une signature falsifiée est inutile sans un commissaire-priseur pour vérifier l'identité du signataire. J'ai scanné la zone directement à côté de la fausse signature, à la recherche du sceau requis. Là, il était, un tampon bleu net pressé fermement au bas du papier. Le sceau officiel de notaire d'État. J'ai lu le nom inscrit à l'intérieur du cercle bleu. Le souffle m'a quitté. La pièce autour de moi a semblé basculer. Le nom sur le sceau était Jessica Davis. Jessica n'était pas juste une fonctionnaire d'État trouvée au hasard dans un répertoire. Jessica était ma meilleure amie. Nous nous étions rencontrés en première année d'université. Nous avions partagé des chambres de dortoir exiguës et survécu ensemble à de mauvaises ruptures. Elle a été la toute première personne que j'ai appelée lorsque ma demande de prêt hypothécaire a finalement été approuvée par la banque. Nous avions bu du champagne bon marché sur le sol de cette maison exact le jour où j'ai reçu les clés. Pourquoi Jessica aiderait-elle mon père à voler ma maison? L'avait-il soudoyé? Était-elle secrètement jalouse de mon succès toutes ces années? La trahison avait le goût de cendre dans ma bouche. D'abord ma famille s'est retournée contre moi, et maintenant ma confidente la plus proche était la clé de ma ruine. J'ai marché hors du bâtiment gouvernemental. Le soleil matinal me paraissait dur et aveuglant. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes immédiatement. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et composais le numéro de Jessica. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était vive et joyeuse, me demandant comment se passait ma matinée de mardi. Le ton amical et décontracté ressemblait à une gifle physique. Je n'ai pas dit bonjour. Je lui ai demandé directement pourquoi son sceau de notaire officiel se trouvait sur un acte frauduleux transférant ma maison à ma sœur. La ligne téléphonique est devenue silencieuse. L'énergie joyeuse a disparu instantanément. J'ai entendu son souffle se couper dans sa gorge. Elle m'a demandé de quoi je parlais. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas vu depuis 3 semaines, et qu'elle n'avait certainement pas notarié de documents immobiliers pour moi ou pour qui que ce soit d'autre dans ma famille. Sa voix est devenue plus aiguë, teintée d'une panique sincère. Je l'ai mise en haut-parleur, j'ai pris une photo du document falsifié posé sur mon volant, et je la lui ai envoyée par message. J'ai attendu dans l'isolement silencieux de ma voiture pendant qu'elle ouvrait l'image. Un halètement aigu a résonné à travers le haut-parleur du téléphone. Elle a dit mon nom, sa voix tremblant violemment. Elle m'a dit qu'elle connaissait ma signature, et qu'elle savait que ce gribouillis était faux. Puis son ton est passé du choc à une réalisation terrifiante. Elle m'a dit d'écouter très attentivement. Elle a expliqué qu'en raison de son volume élevé de travail immobilier, elle possédait un sceau de notaire principal et un sceau de secours. Elle a dit que son sceau de secours avait disparu il y a 1 mois. J'ai fermé les yeux. Il y a 1 mois. Je lui ai demandé exactement où elle se trouvait lorsqu'elle a remarqué qu'il avait disparu. Elle a hésité une fraction de seconde. Puis elle a dit qu'elle était à la baby shower d'Héloïse et de son mari. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une précision terrifiante. Mon père avait invité Jessica à la baby shower. J'avais trouvé cela un geste remarquablement gentil à l'époque, inclure ma meilleure amie dans un événement familial privé. Mais il ne voulait pas qu'elle soit là pour célébrer le nouveau bébé. Il voulait avoir accès à son sac à main. Il savait qu'elle était notaire agréée en immobilier. Il avait volé son seau de secours dans son sac pendant que nous étions tous distraits à ouvrir des cadeaux et à manger du gâteau dans le salon. Jessica m'a dit qu'elle avait signalé le seau volé à la commission d'État le lendemain même, s'assurant que son seau principal restait valide, mais donnant involontairement à mon père un seau intraçable. Il avait prévu cela depuis des semaines, bien avant que j'aie même finalisé l'achat de la maison. Il préparait le terrain complexe pour me l'enlever. Il a attendu que l'hypothèque soit effacée, que les clés soient bien en ma possession, puis il a exécuté son plan. Il a falsifié ma signature, l'a tamponnée avec une propriété volée et l'a déposée auprès du greffier du comté. Il supposait que j'allais être trop intimidé par les documents juridiques et la société de gestion immobilière pour riposter. Il supposait que j'allais simplement accepter la perte profonde et partir, laissant Héloïse avec une belle maison et un acompte entièrement payé. Jessica pleurait au téléphone maintenant. Elle était terrifiée à l'idée de perdre sa licence professionnelle et de faire face à des accusations criminelles pour une fraude qu'elle n'avait pas commise. Je lui ai dit d'arrêter de pleurer et de respirer. Je lui ai dit que ce n'était pas nous qui allions en prison. Je lui ai demandé si elle avait toujours le rapport de police officiel de lorsqu'elle avait signalé le seau volé. Elle a dit oui. Elle l'avait déposé le lendemain même de la baby shower,
soit 3 semaines complètes avant la date indiquée sur mon acte falsifié. Ce rapport de police était la balle d'argent. La chronologie prouvait sans l'ombre d'un doute que le sceau avait été volé avant même que le document ne soit signé. Mon père n'était pas un génie criminel brillant. Il était juste profondément arrogant. Il pensait que son autorité en tant que patriarche de notre famille le rendait intouchable. Il pensait que les lois ne s'appliquaient pas à lui lorsqu'il s'agissait de donner à Héloïse tout ce qu'elle voulait. J'ai raccroché. La peur et le poids écrasant de la trahison avaient disparu. À leur place se trouvait une fureur froide et hautement calculée. J'ai démarré le moteur de ma voiture. Je savais exactement où j'allais ensuite. Je n'allais pas engager un avocat tout de suite. Je n'allais pas appeler la police tout de suite. J'allais regarder le voleur droit dans les yeux. J'ai quitté le parking du greffe du comté et je me suis dirigé vers la résidence de mon père. J'étais sur le point d'entrer dans la gueule du lion, mais il n'avait aucune idée du type de prédateur qu'il venait de créer. J'ai quitté le parking du greffier du comté et j'ai rejoint l'autoroute. Le trafic matinal se dégageait, dégageant les voies pour mon trajet à travers la ville. Mon père vivait dans une communauté fermée dans la banlieue ouest. C'était une enclave de maisons coloniales à 2 étages avec des pelouses bien entretenues et des boîtes aux lettres assorties. Il s'était toujours enorgueilli des apparences. En grandissant, notre pelouse devait être la plus verte du pâté de maison. Notre allée devait être nettoyée à haute pression chaque printemps. Derrière la coûteuse porte d'entrée en acajou, la réalité était un contraste frappant. Il contrôlait chaque aspect de nos vies avec une autorité silencieuse et étouffante. Si vous suiviez son scénario, vous étiez récompensé. Si vous sortiez des lignes, vous étiez écarté. J'ai arrêté de suivre son scénario le jour où j'ai déménagé pour l'université. Héloïse, en revanche, a mémorisé son scénario et l'a utilisé comme arme. Le trajet a duré 40 minutes. J'ai gardé la radio éteinte. Le silence à l'intérieur de ma voiture m'a permis d'organiser mes pensées. J'avais une preuve physique de fraude électronique assise sur mon siège passager. J'avais Jessica disposée à témoigner de son sceau de notaire volé. J'avais un rapport de police déposé 3 semaines avant la date de l'acte falsifié. Je tenais toutes les cartes. Pourtant, mon estomac se tordait d'une étrange sensation de vide. Ce n'était pas une négociation de salle de conseil. C'était l'homme qui m'avait appris à faire du vélo. C'était l'homme qui vérifiait mes devoirs de maths. Maintenant, c'était l'homme qui essayait de me rendre sans abri pour épargner à sa fille préférée la contrariété de payer un loyer. J'ai pris la sortie pour son quartier. La barrière de sécurité s'est ouverte lentement. J'ai parcouru les rues familières et sinueuses, passant devant la piscine communautaire et les cours de tennis. Je me suis arrêté devant la grande maison en briques au bout de l'impasse. Le SUV argenté de mon père était garé dans l'allée, son coffre ouvert. À côté, se trouvait la voiture compacte rouillée d'Héloïse, un véhicule dont mon père payait l'assurance chaque mois. Je me suis garé dans la rue juste derrière la boîte aux lettres. J'ai coupé le moteur et j'ai pris une longue respiration stable. J'ai vérifié le dossier en papier manie sur le siège passager, m'assurant que la copie imprimée de l'acte y était. Je suis sorti sur l'asphalte. L'air était vif. Un voisin promenait un Golden Retriever sur le trottoir d'en face. C'était un matin de mardi parfait en Amérique suburbaine. Cela semblait surréaliste d'entrer dans cet environnement immaculé, portant la preuve d'un crime commis par le président de l'association des propriétaires. J'ai marché sur l'allée en agrégats exposés. Mes talons n'ont fait aucun bruit contre le béton. J'ai remarqué des boîtes en carton vides empilées soigneusement près du coffre ouvert du SUV. Il se préparait à déménager. Mon déménagement. Ou plutôt, Héloïse emménageant dans ma maison. L'audace pure de leur préparation a serré ma poitrine. Ils organisaient du ruban adhésif et du papier bulle pendant que j'étais dans un bâtiment gouvernemental découvrant que mon identité avait été volée. Je suis arrivé au porche avant. Le lourd heurtoir en laiton pendait au centre de la porte. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai tendu la main, saisi la poignée et poussé. Elle n'était pas verrouillée. Je suis entré dans le vestibule. L'odeur du café frais et de la cannelle emplissait l'air. C'était un parfum désarmant et réconfortant qui contrastait fortement avec la raison pour laquelle j'étais là. J'ai entendu des voix provenant du salon formel au bout du couloir. J'ai traversé silencieusement le sol en carrelage importé. Alors que j'approchais de l'arche, la scène s'est déroulée devant moi comme une pièce mal jouée.
Héloïse était affalée sur le canapé en cuir coûteux. Ses pieds étaient surélevés sur un pouf en velours. Un plateau en argent contenant une tasse de thé et une assiette de fruits tranchés reposait à côté d'elle. Son giron était couvert d'échantillons de tissu. Elle tenait un morceau de lin jaune pâle à la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, inclinant la tête en signe de réflexion. Elle choisissait des rideaux. Des rideaux pour ma maison. Mon père se tenait près de la cheminée, fredonnant une mélodie basse tout en emballant soigneusement un vase en cristal dans du papier journal et en le plaçant dans une boîte de déménagement de taille moyenne. La tranquillité domestique du moment était grotesque. Ils emballaient ces biens précieux pour les offrir à Héloïse, traitant ma propriété durement gagnée comme une mise à niveau gratuite pour leur enfant d'or. Je suis resté dans l'arche pendant 10 secondes complètes avant que l'un ou l'autre ne remarque ma présence. Mon père s'est retourné pour prendre une autre feuille de papier journal et s'est figé. La mélodie s'est arrêtée dans sa gorge. Il a cligné des yeux, calculant clairement comment j'avais réussi à arriver chez lui un mardi matin au lieu d'être assise à mon bureau en centre-ville. Héloïse a laissé tomber l'échantillon de lin jaune. Elle s'est redressée, ses yeux lançant des regards rapides de mon visage au dossier que je tenais. Sa main est allée instinctivement à son ventre arrondi, adoptant une posture défensive. Elle a laissé échapper un soupir aigu. Elle m'a demandé ce que je faisais là, son ton dégoulinant d'agacement comme si j'avais interrompu une consultation de design cruciale. Je ne lui ai pas répondu. J'ai marché directement devant le pouf en velours et je me suis approché de la table basse en verre au centre de la pièce. J'ai ouvert le dossier manille. J'en ai sorti la copie imprimée de l'acte de transfert de propriété et je l'ai laissé tomber sur la surface vitrée. Le papier a atterri avec une tape douce et définitive. La signature falsifiée faisait face vers le haut, juste à côté du sceau bleu volé. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'ai gardé ma voix basse, stable et exempte de toute fluctuation. Je lui ai dit qu'il avait falsifié ma signature. Je lui ai dit qu'il avait utilisé le sceau volé de Jessica pour déposer un acte frauduleux. Je m'attendais au déni. Je m'attendais à ce qu'il feigne l'ignorance ou blâme une erreur administrative. Je me suis préparé à une dispute ou à un mensonge désespéré. Ce qui s'est passé ensuite a été bien plus glaçant. Mon père n'a pas bronché. Il n'a pas eu l'air coupable. Il n'a même pas eu l'air surpris que j'ai découvert son stratagème si rapidement. Il avait simplement l'air agacé. Il a posé le vase en cristal sur la cheminée. Il s'est essuyé les mains sur son jean en dénime, laissant échapper un long souffle délibéré. Il a croisé les bras sur sa poitrine et m'a regardé avec exactement la même expression qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que je demandais à rester sorti après l'heure du couvre-feu. Il a traité le crime qu'il venait de commettre comme une simple infraction comportementale de ma part. Il s'est rapproché de la table basse. Il n'a pas regardé l'acte. Il a gardé son regard fixé sur mon visage. Il m'a dit de baisser la voix. Il a dit que j'étais dramatique et émotive. Les mots sont restés suspendus dans l'air, épais de condescendance. Il a fait un geste vers Héloïse, qui était maintenant en train de tamponner le coin de ses yeux avec un mouchoir, jouant son rôle à la perfection. Il a dit, la famille est de la famille. Il a dit que c'était un simple transfert d'actifs pour assurer un environnement sûr pour grandir à son petit enfant. Il m'a regardé, scrutant mon costume sur mesure, et a dit que je gagnais bien ma vie. Il m'a dit que j'étais jeune, célibataire et capable d'acheter un autre endroit. Il a dit que c'était la bonne chose à faire, et que je devais cesser de faire tout un plat. Je l'ai regardé, laissant ces mots s'infiltrer. Il croyait sincèrement en son propre récit. Il croyait que sa position de père lui accordait un droit d'expropriation sur ma vie, mes finances et ma propriété. Il considérait mes années d'économie, mes petits boulots du week-end et mes sacrifices de carrière comme un compte bancaire pratique duquel il pouvait retirer de l'argent chaque fois qu'Héloïse avait besoin d'un sauvetage. La contrefaçon n'était pas un acte désespéré d'un parent paniqué. C'était une saisie calculée et arrogante de mes actifs. Il considérait ma maison comme sa propriété à redistribuer. J'ai reporté mon attention sur ma sœur. Héloïse n'était plus en train de tamponner ses yeux. Elle me regardait, attendant de voir si les tactiques d'intimidation habituelles de mon père fonctionneraient. Quand nous étions enfants, c'était exactement la dynamique. Elle cassait quelque chose, m'en blâmait, et il me punissait pendant qu'elle regardait depuis les lignes de touche. Aujourd'hui, les enjeux étaient une propriété immobilière de 400 000 €, mais le manuel de jeu restait identique.
Je lui ai demandé si elle pensait vraiment qu'elle pouvait simplement emménager dans ma maison. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que l'État validerait un acte signé avec un sceau volé. Héloïse s'est agitée inconfortablement sur le canapé en cuir. Elle a regardé notre père pour obtenir des conseils. Il a levé une main, la faisant taire avant qu'elle ne puisse parler. Il s'est interposé entre nous, agissant comme le bouclier physique pour sa fille préférée. Il s'est penché, baissant la voix dans un registre dangereux et calme. Il m'a dit que je devais accepter la réalité. Il a dit que les papiers étaient déposés et que la société de gestion immobilière avait déjà été prévenue. Il m'a dit que la procédure d'expulsion était en cours et que la combattre ne me coûterait que des milliers d'euros de frais juridiques que je ne pouvais pas me permettre. Il a souri, un mince sourire condescendant sur ses lèvres. Il m'a dit de faire mes sacs tranquillement, de remettre les clés vendredi, et de nous épargner à tous l'embarras d'une dispute publique. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai vu les photos de famille encadrées sur la cheminée. Chaque photo présentait Héloïse. Héloïse a sa remise de diplôme. Héloïse a son mariage. Héloïse tenant une échographie. Il n'y avait aucune trace de moi dans cette maison. J'avais été effacé de leur récit bien avant qu'ils n'essaient d'effacer mon nom de mon acte de propriété. La profondeur de leur délire était stupéfiante. Ils s'étaient convaincus que j'existais uniquement pour servir leurs besoins. Mon père a tendu la main et a tapoté la copie de l'acte sur la table en verre. Il a dit que la signature semblait suffisamment proche pour passer toute inspection de base. Il a affirmé que personne ne remettrait en question un père transférant une maison entre ses propres filles. Il croyait que son autorité supplantait la loi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé l'assiette de fruits contre le mur. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir m'effondrer. Je suis resté, figé sur place, les mains pendant le long de mes côtés. J'ai réalisé à cet instant que présenter une logique à des gens arrogants était une perte de souffle. Leur montrer la preuve de leur crime ne faisait que les faire redoubler d'efforts dans leur justification. Mon père n'allait pas s'excuser. Il se préparait à tisser une nouvelle toile. Je le voyais dans ses yeux. Il recalibrait sa stratégie. Si l'intimidation ne fonctionnait pas, il allait pivoter vers la manipulation. Il a fait un pas de plus, réduisant la distance entre nous, se préparant à tendre un piège psychologique qu'il avait perfectionné au fil de 2 décennies. Mon père a fait un pas lent en avant. Il a traversé le tapis perçant, sa posture passant de la défensive à la paternelle. C'était la transition que je redoutais le plus. Quand la colère lui faisait défaut, il utilisait une préoccupation armée. Il a baissé la voix, codant ses mots dans une épaisse couche de sympathie fabriquée. Il m'a dit de m'asseoir. Il a fait un geste vers le fauteuil en velours en face d'Héloïse. Je suis resté debout. Mon refus de me soumettre a provoqué un bref spasme dans sa mâchoire, mais il l'a rapidement masqué par un soupir lourd et affligé. Il m'a regardé avec de grands yeux innocents et m'a demandé pourquoi je faisais cela. Il m'a demandé pourquoi je prétendais être surprise. Il a fait un autre pas, envahissant mon espace personnel, et a baissé la voix pour en faire un murmure doux. Il m'a dit que nous en avions parlé. Il a prétendu que nous avions eu une longue conversation autour d'un verre de vin mardi dernier. Il a dit que j'étais assise juste là, dans sa cuisine, que j'avais pleuré sur le stress causé par la nouvelle hypothèque, et que je l'avais supplié de me débarrasser de la propriété pour qu'Héloïse puisse avoir un endroit sûr pour le bébé. La simple audace du mensonge m'a momentanément coupé le souffle. Nous n'avions pas partagé un verre de vin depuis 5 ans. Je n'étais pas entré dans sa cuisine depuis Noël. Il construisait une réalité alternative juste devant moi, préparant une défense qu'il pourrait vendre au reste de la famille. Il testait son récit. S'il répétait le mensonge assez de fois, avec assez de conviction, il pensait qu'il deviendrait la vérité. J'ai ouvert la bouche pour le corriger, pour souligner les failles flagrantes de sa fiction, mais Héloïse m'a devancé. Elle a senti le changement dans la stratégie de notre père et a immédiatement joué son rôle de soutien. Elle a serré son ventre arrondi de ses 2 mains et a laissé échapper un sanglot tremblant. Elle m'a regardé avec de grands yeux remplis de larmes. Elle m'a demandé comment je pouvais être si cruel. Elle a dit que je lui avais promis la maison. Elle a prétendu avoir déjà dépensé 2000 € en meubles de chambre de bébé personnalisés grâce à ma générosité, et que maintenant j'essayais de lui retirer le tapis sous les pieds par pure cupidité soudaine. Ses larmes étaient parfaites. En grandissant, Héloïse maîtrisait l'art de la détresse physique pour éviter la responsabilité. Si elle ratait un test de maths,
elle développait une migraine soudaine et débilitante qui nécessitait une obscurité totale et des compresses froides, forçant nos parents à excuser ses mauvaises notes. Si elle dépassait l'heure du couvre-feu, elle titubait à travers la porte d'entrée en hyperventilant, affirmant qu'une voiture étrange l'avait suivie jusque chez elle, faisant instantanément passer notre père de disciplinaire en colère à sauveur-protecteur. Maintenant, elle utilisait son enfant à naître comme bouclier humain pour un crime. Mon père a posé une main réconfortante sur l'épaule d'Héloïse. Il m'a regardé à nouveau, son expression se durcissant. Le masque paternel bienveillant s'est décollé, révélant le stratège froid en dessous. Il a émis son ultimatum. Il a dit que si je traînais cela devant les tribunaux, si je faisais d'un simple arrangement familial un spectacle public, il détruirait ma réputation. Il a promis d'appeler chaque tante, oncle et cousin de notre vaste réseau. Il a dit qu'il leur dirait que j'étais mentalement instable. Il leur dirait que j'avais accepté d'aider ma sœur enceinte, puis que j'avais reculé par malveillance juste pour lui causer de la détresse émotionnelle. Il savait à quel point j'accordais de l'importance à mon indépendance et à ma réputation impeccable. Il pensait que la menace de l'exil familial forcerait ma conformité. Il s'est penché près, son souffle sentant le café rassis. Il m'a dit que j'aurais l'air d'une menteuse gourmande et vindicative. Il a dit que personne ne croirait la fille à succès et indépendante plutôt que la sœur en difficulté et enceinte. Il m'a dit de réfléchir à ma carrière. Il a demandé comment mon cabinet de marketing d'entreprise réagirait à un procès familial public et désordonné où j'étais dépeinte comme la méchante. L'essence de son discours était étouffante. Ils me coinçaient dans leur propre salon, utilisant l'extorsion émotionnelle pour sécuriser un actif volé. Une victoire plus jeune se serait brisée. Une victoire plus jeune aurait crié jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. J'aurais balayé l'assiette de fruits sur la table, brisé le vase en cristal et détalé par la porte d'entrée en pleurant. Et si je faisais cela, je leur remettrais exactement le récit dont ils avaient besoin. Je serais la fille hystérique et instable qu'ils décrivaient. Je validerais leurs mensonges par mon propre traumatisme réactif. Mais la femme de 26 ans qui se tenait devant eux possédait sa propre vie. J'ai vu le piège, j'ai vu l'appât, et j'ai refusé de mordre. J'ai réalisé que discuter avec un narcissique était comme verser de l'eau dans un puits sans fond, cela ne faisait qu'épuiser mes ressources tout en les laissant intactes. Chaque mot de défense que j'offrais n'était qu'une munition supplémentaire pour leur réalité tordue. Si je les combattais ici, dans leur environnement contrôlé, ils détenaient le pouvoir de gagner cette guerre. Je devais changer le champ de bataille. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai laissé mes épaules s'affaisser vers l'avant, imitant la posture d'un enfant vaincu. J'ai baissé les yeux vers le sol, rompant le contact visuel. J'ai forcé ma respiration à devenir superficielle et saccadée. J'ai chuchoté le mot « d'accord ». La pièce est devenue silencieuse. Héloïse a arrêté ses faux sanglots. Mon père a retiré sa main de l'épaule d'Héloïse. Il a reculé, sa poitrine se gonflant de fierté victorieuse. Il m'a demandé de répéter. J'ai levé les yeux, gardant mon expression complètement vide. J'ai dit, d'accord, vous avez gagné. Je lui ai dit que je ne me battrais pas contre le transfert. J'ai dit que je commencerais à faire mes bagages ce soir et que je serais entièrement parti vendredi soir. Je lui ai dit de garder les clés, de garder la maison, et de me laisser tranquille. Un lent sourire triomphant s'est répandu sur le visage de mon père. C'était exactement le sourire qu'il arborait lorsqu'il négociait avec succès un prix plus bas pour une voiture d'occasion. Il pensait m'avoir brisé. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule, un geste condescendant d'affection feinte. Il a dit qu'il savait que je finirais par voir la raison. Il m'a traité de bonne fille. Il m'a dit que c'était pour le mieux, et qu'un jour je comprendrais que les sacrifices familiaux étaient nécessaires. Je leur ai tourné le dos. J'ai quitté le salon formel, descendu le couloir, et suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai quitté l'impasse. Au moment où les portes de sécurité se sont fermées derrière moi dans le rétroviseur, mes mains ont commencé à trembler. Une larme chaude et aveuglante s'est échappée de mon œil, traçant un chemin sur ma joue. Ce n'était pas une larme de chagrin ou de reddition. C'était une rage pure et sans mélange. Je me suis garé sur le parking d'un café voisin, mis en position P et j'ai saisi le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai laissé la colère m'envahir pendant exactement 2 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone.
La retraite était terminée. La salle de guerre était officiellement ouverte. J'ai envoyé un SMS à Jessica. Je lui ai dit de me rejoindre au café et d'apporter son rapport de police physique. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, l'air pâle et terrifié. Elle s'est glissée sur le siège passager de ma voiture, serrant une enveloppe manille. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, sa voix tremblante, disant qu'elle n'aurait jamais dû laisser son sac à main sans surveillance dans la maison de mon père. Je l'ai interrompue. Je lui ai dit que la culpabilité était une émotion inutile en ce moment. Nous avions besoin d'une stratégie. Je lui ai demandé si elle avait toujours les coordonnées de l'associé principal du cabinet d'avocats spécialisé en immobilier avec lequel elle travaillait. Jessica a hoché la tête. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel. En raison de sa relation professionnelle établie, l'avocat a accepté une consultation d'urgence 1 heure plus tard. Nous avons conduit jusqu'à un immeuble de bureaux élégant avec une façade vitrée. La réceptionniste nous a directement fait entrer dans un grand bureau d'angle surplombant le paysage urbain. Le nom de l'avocat était David. C'était un homme d'une 50aine d'années avec des yeux perçants, un costume sur mesure et une attitude qui ne tolérait aucune absurdité. Nous nous sommes assis en face de son grand bureau en acajou. Je n'ai pas perdu son temps avec des histoires de fond émotionnels. J'ai posé la copie imprimée de l'acte falsifié sur son bureau. À côté, Jessica a placé le rapport de police officiel documentant le vol de son sceau de notaire. Je lui ai donné un calendrier chronologique concis, clôture de l'hypothèque, la baby shower, l'avis d'expulsion et la confrontation que je venais d'avoir avec mon père. David a mis ses lunettes de lecture. Il a examiné l'acte, traçant ma signature falsifiée avec la pointe de son stylo argenté. Il a recoupé les dates sur le rapport de police avec la date du transfert de propriété. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruissement du papier. Après 3 minutes, il a enlevé ses lunettes et a croisé les mains sur le bureau. Il m'a regardé directement et a livré une évaluation sobre. Il a déclaré que mon père avait commis plusieurs infractions graves. En falsifiant mon nom sur un document légal pour transférer un actif d'une valeur de 400 000 €, il a commis un vol immobilier aggravé. En utilisant mon identité, il a commis un vol d'identité. En déposant un document frauduleux via les systèmes du comté, il a commis une fraude électronique. David a expliqué que ce n'étaient pas des litiges civils à régler au tribunal des petites créances. C'étaient des crimes d'État et fédéraux passibles de peine de prison obligatoire. Il m'a posé une question cruciale. Il m'a demandé si j'étais prête à envoyer mon père biologique en prison. Il m'a prévenu qu'une fois que la machinerie légale serait mise en marche, rien ne pourrait l'arrêter. L'État prendrait en charge les poursuites. Les répercussions familiales seraient permanentes et irréversibles. J'ai pensé à l'avis d'expulsion jaune collé à ma porte. J'ai pensé à Héloïse choisissant des rideaux pour le salon pour lequel j'avais saigné. J'ai pensé au sourire suffisant de mon père lorsqu'il m'a dit que j'étais une bonne fille pour avoir renoncé à mon avenir. J'ai regardé David droit dans les yeux. Je lui ai dit que je n'avais pas de père, j'avais un criminel essayant de me rendre sans abri. Je lui ai dit de rédiger les papiers. David a agi avec une efficacité effrayante. En 2 heures, il a rédigé une injonction d'urgence pour stopper le transfert de propriété. Il a déposé une motion pour geler l'acte, empêchant Héloïse ou mon père de prendre toute mesure légale ou financière concernant la maison. Il a contacté directement le bureau du greffier du comté, signalant la transaction comme une enquête de fraude active. Mais la partie la plus cruciale de notre stratégie nécessitait un silence absolu de ma part. David m'a demandé de retourner chez moi et de vivre ma vie normalement. Je ne devais emballer aucune boîte. Je ne devais répondre à aucun appel de ma famille. Je devais leur faire croire que leur tactique d'intimidation avait parfaitement fonctionné. J'ai conduit chez moi ce soir-là et je suis entré dans ma belle maison Craftsman. Le soleil du soir projetait une chaude lueur dorée sur le parquet. J'ai préparé une tasse de thé et me suis assise sur mon canapé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message d'Héloïse. Elle demandait si je pouvais laisser les stores personnalisés sur les fenêtres quand je partirais, affirmant qu'ils correspondaient parfaitement au thème de sa nouvelle chambre de bébé. J'ai lu le message. J'ai posé le téléphone face contre terre. Je n'ai pas répondu. Pendant les 3 jours suivants, j'ai vécu dans un silence total. J'allais au travail. J'arrosais mes plantes. Je dormais profondément dans mon propre lit. Ma famille a passé la semaine à emballer ses affaires,
à louer un camion de déménagement et à organiser une grande fête d'emménagement sur ma pelouse avant. Ils étaient aveugles au piège qui se refermait sur eux. Ils pensaient m'avoir déjoué. Ils n'avaient aucune idée que le samedi matin allait apporter une reddition de compte qu'ils n'oublieraient jamais. Le samedi matin est arrivé avec un ciel clair et une brise fraîche. Je me suis réveillé dans mon propre lit à l'intérieur de la chambre principale de ma propre maison. J'ai préparé une cafetière de café torréfié foncé. Je l'ai bu lentement sur mon patio arrière, écoutant les oiseaux gazouiller dans les chênes. Je n'ai emballé aucune boîte. Je n'ai déplacé aucun meuble. Je me suis douché et habillé dans un tailleur bleu marine net et structuré. J'ai choisi le genre de tenue qui commande l'attention dans une salle de conseil d'entreprise. Je devais avoir l'air du propriétaire légal d'une propriété, pas d'une enfant vaincue abandonnant son sanctuaire. À 8 heures, j'ai verrouillé ma porte d'entrée et je me suis dirigé vers ma voiture. J'ai conduit 2 pâtés de maison plus loin dans la rue et je me suis garé derrière une haie dense et grande. J'avais une ligne de vue claire sur mon allée. J'ai coupé le moteur, baissé la fenêtre juste assez pour entendre le bruit de la rue et j'ai attendu. À 9 heures précises, l'invasion a commencé. Un grand camion de déménagement jaune loué a grondé dans ma rue de banlieue tranquille. Le lourd moteur diesel a noyé le chant des oiseaux matinaux. Mon père était au volant. Héloïse était assise côté passager. Même de loin, je pouvais voir le triomphe pur irradié de son visage. Elle pointait ma maison, sa main posée sur le tableau de bord, réclamant son prix. Le camion a reculé dans mon allée. L'alarme de recul a résonné dans le quartier, un bip aigu signalant l'arrivée de leur droit. Le camion s'est arrêté à quelques centimètres de ma porte de garage. Le mari d'Héloïse a sauté de la cabine. Il portait des shorts de sport en Playdeton, tenant un grand café glacé. Il n'a offert aucune aide physique alors que mon père déverrouillait l'arrière du camion et abaissait la lourde rampe métallique. Le bruit fort de l'acier frappant le béton a résonné dans la rue. Puis la famille élargie a commencé à arriver. Mon père n'avait pas seulement organisé un déménagement, il avait organisé un spectacle. La tante Suzanne est arrivée dans sa mini-fourgonnette argentée. Elle est sortie en portant un grand plat de cuisson en verre recouvert de papier d'aluminium. L'oncle Robert s'est garé juste derrière elle, tenant un bonsaï en pot enveloppé d'un ruban décoratif brillant. Les cousins que je n'avais pas vus depuis le Thanksgiving précédent ont débarqué de leur véhicule. Ils portaient des ballons à hélium, des cartes de vœux pour la nouvelle maison et des sacs cadeaux. Ils organisaient une fête sur ma pelouse avant pour célébrer le vol de ma maison. Mon père se tenait près de la rampe du camion de déménagement, accueillant ses parents avec les bras ouverts. Il jouait le rôle du patriarche généreux et prospère à la perfection. Il désignait les grandes fenêtres en bail de mon salon, se vantant bruyamment des mètres carrés qu'il avait obtenus pour sa fille enceinte. Il tapotait le dos d'Héloïse pendant que les tantes s'extasiaient sur son ventre. Il riait. Il se faisait des câlins. Il célébrait ma prétendue ruine financière sous prétexte d'unité familiale. J'ai regardé ce spectacle grotesque pendant 20 minutes. J'ai laissé les premiers objets être déchargés. J'ai vu l'oncle Robert porter une pile de couvertures de chambre de bébé sur l'allée. J'ai vu la tante Suzanne poser son plat de cuisson sur le garde-corps de mon Porsche. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Je voulais qu'ils croient que leur tactique d'intimidation avait parfaitement fonctionné, et que j'avais fui au milieu de la nuit. Lorsque mon père a ramassé une lourde boîte en carton étiquetée « appareil de cuisine » et a commencé à marcher vers ma porte d'entrée, j'ai mis ma voiture en marche. Je n'ai pas accéléré. J'ai conduit à un rythme lent et délibéré dans la rue. Les bavardages sur la pelouse ont commencé à s'estomper lorsque ma voiture s'est approchée. Les parents ont tourné la tête, leur sourire vacillant lorsqu'ils ont reconnu mon véhicule. J'ai tourné le volant brusquement et j'ai garé ma voiture horizontalement à l'extrémité de mon allée. J'ai bloqué le camion de déménagement. Aucun véhicule ne pouvait entrer dans la propriété, et le camion de location ne pouvait pas partir. J'ai coupé le moteur. J'ai pris le dossier manille épais sur le siège passager. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur l'asphalte. L'air matinal était frais, mais la tension émanant de la pelouse était suffocante. Mon père s'est arrêté net au milieu de l'allée. La lourde boîte dans ses mains semblait l'alourdir. Sa poitrine se soulevait. Son visage est devenu rouge de colère, les veines de son cou gonflant contre sa chemise polo. Il a laissé tomber la boîte sur l'herbe. Le bruit de la porcelaine brisée a déchiré le calme matinal. Il a marché en grondant le long de l'allée en béton,
les poings serrés sur les côtés. Il a hurlé mon nom, sa voix résonnant contre les maisons voisines. Il a exigé de savoir ce que je faisais. Il m'a ordonné de remonter dans ma voiture et de la déplacer sur le champ. Il a pointé un doigt épais vers mon visage et a menacé d'appeler une dépanneuse pour faire remorquer mon véhicule à mes propres frais. La tante Suzanne s'est avancée, son visage tordu par un froncement de sourcils profond. Elle a serré son sac à main contre sa poitrine. Elle m'a dit d'arrêter d'être égoïste. Elle a dit que je ruinais une belle journée pour ma sœur enceinte et que je créais un drame inutile pour toute la famille. J'ai regardé ma tante. J'ai regardé mon père. J'ai gardé une posture rigide. J'ai projeté ma voix pour que chaque personne présente sur cette pelouse puisse m'entendre clairement. Je lui ai dit de faire ce qu'il voulait. Je lui ai dit de passer l'appel. La famille est devenue silencieuse. Les rires faciles d'il y a 5 minutes avaient disparu. Ils ont échangé des regards confus et mal à l'aise. Mon père a fouillé dans sa poche, en sortant son smartphone, déterminé à relever mon défi et à affirmer sa domination devant ses frères et sœurs. Avant que son pouce n'atteigne l'écran, 2 berlines sombres ont tourné dans la rue. Elles sont passées devant ma voiture garée et se sont arrêtées sur le trottoir juste devant la maison. L'avocat David est sorti de la première berline. Il portait un costume gris net et tenait une mallette en cuir élégante. 2 policiers en uniforme sont sortis du second véhicule. Leur ceinturon robuste tintait dans l'air calme alors qu'ils montaient l'allée, contournant ma voiture, se dirigeant droit vers mon père. La couleur a disparu du visage de mon père. Sa posture confiante et arrogante s'est effondrée en une fraction de seconde. Sa main tremblait, laissant tomber son smartphone sur l'herbe. Il a fait un pas en arrière, les yeux lançant des regards rapides vers les officiers qui approchaient et mon expression calme. Il a bredouillé. Il a demandé ce qui se passait. Il a forcé un rire faible et nerveux, levant les mains dans un geste apaisant. Il a dit aux officiers qu'il y avait un simple malentendu familial concernant une limite de propriété et qu'il n'avait pas besoin d'être impliqué. Je suis passé devant lui. J'ai ouvert le dossier manille. J'en ai sorti l'injonction d'urgence signée par un juge d'État seulement 24 heures auparavant. J'ai tenu le papier blanc net pour que toute la famille le voie. Je me suis adressé à la pelouse. J'ai déclaré clairement que Richard Sterling ne m'avait pas demandé cette maison. J'ai dit qu'il avait falsifié ma signature légale sur un acte de propriété et utilisé un sceau de notaire volé pour me voler ma maison. Héloïse a hurlé depuis le porche avant. Elle a agrippé la balustrade en bois, ses jointures devenant blanches. Elle a crié que je mentais. Elle a prétendu que je leur avais donné la maison parce que j'étais célibataire et que je n'avais pas besoin des chambres supplémentaires. Son mari a fait un pas derrière elle, utilisant sa femme enceinte comme bouclier. Juste à temps, une voiture compacte argentée s'est garée derrière les voitures de police. Jessica est sortie. Elle portait son uniforme de travail et affichait une expression sévère. Elle a marché dans l'allée, la posture rigide, les yeux fixés sur mon père. Elle a sorti son badge d'identification officiel de notaire d'État de son sac et l'a brandi pour que les officiers l'inspectent. Elle s'est présentée clairement. Elle a déclaré qu'elle était le commissaire-priseur mentionné sur l'acte frauduleux déposé auprès du greffier du comté. Elle a informé la police que son sceau secondaire avait été volé dans son sac lors d'une baby shower organisée dans la maison de mon père. Elle a fouillé dans son sac et a présenté sa copie du rapport de police, détaillant le vol 3 semaines avant la date de l'acte falsifié. Les murmures parmi les tantes et les oncles se sont transformés en halètements d'horreur. L'oncle Robert a lentement posé son bonsaï en pot sur l'herbe et a fait un grand pas loin du camion de déménagement. La tante Suzanne s'est couvert la bouche avec ses mains, regardant mon père avec incrédulité. La façade sociale était brisée. Le patriarche généreux était exposé comme un criminel désespéré debout sur une pelouse volée. L'officier de police principal s'est avancé. Il a regardé l'acte falsifié dans la main de mon avocat, puis le rapport de police fourni par Jessica. Il a reporté son attention sur mon père. L'officier a déclaré que la falsification d'un acte pour une propriété de 400 000 € n'était pas un malentendu familial. Il a déclaré que c'était un crime fédéral. L'officier a décroché les menottes de sa ceinture. Le clic métallique a résonné dans la cour. Là, sur la pelouse de la maison qu'il avait essayé de voler, mon père a reçu l'ordre de mettre ses mains derrière son dos. Il a été placé en état d'arrestation pour vol d'identité, fraude électronique et vol immobilier aggravé. Héloïse a complètement perdu son sang-froid.
Les fausses larmes du début de semaine se sont transformées en panique hystérique et authentique. Elle est tombée à genoux sur le porche, gémissant à plein poumon. Elle a crié à propos des meubles de sa chambre de bébé. Elle a exigé de savoir où elle était censée aller. Son mari se tenait figé, n'offrant aucun réconfort, regardant fixement les voitures de police. Les oncles, qui étaient arrivés prêts à porter des canapés, ont soudainement commencé à reculer vers leur véhicule. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec une scène de crime active. La tante Suzanne a attrapé son plat de cuisson et s'est dépêchée vers sa mini-fourgonnette sans dire un mot à Héloïse. Les officiers ont guidé mon père vers l'arrière du véhicule. Il traînait les pieds, la tête baissée en signe de défaite ultime. Juste avant de le pousser sur la banquette arrière, il s'est arrêté. Il a tourné la tête et a croisé mon regard. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de peur. Le dictateur arrogant avait disparu. À sa place se trouvait un vieil homme terrifié, réalisant que ses actions avaient des conséquences permanentes. Il m'a supplié. Il a dit mon nom, sa voix se brisant. Il m'a dit qu'il était mon père. Il l'a supplié de ne pas faire cela. J'ai regardé mon père. J'ai cherché dans ma poitrine une bride de sympathie, une goutte d'hésitation. Je n'ai trouvé que du regret, mais un soulagement froid. J'ai gardé ma voix stable, m'assurant qu'il entendait chaque syllabe avant que la porte ne se ferme. Je lui ai dit qu'il avait raison. J'ai dit qu'il était mon père. Je lui ai dit que maintenant, il n'était plus qu'un criminel qui avait essayé de me rendre sans abri. L'officier a baissé sa tête et l'a guidé vers le véhicule. La porte a claqué. Je me suis détourné, j'ai marché jusqu'au gestionnaire immobilier qui était arrivé pour constater l'injonction, et j'ai tendu la main. Je lui ai dit que je pensais qu'il avait un trousseau de clés qui m'appartenait. Il me les a remis sans un mot. Les voitures de police ont tourné le coin et ont disparu de la vue. Les lumières rouges et bleues clignotantes se sont estompées dans le calme matinal de la banlieue. Le gestionnaire immobilier a déposé les clés en laiton dans ma paume. Le métal était froid et lourd. J'ai fermé mes doigts autour d'elle. Le son des sanglots d'Héloïse sur le porche avant a brisé le silence. Elle était agenouillée sur le béton, le visage enfoui dans ses mains. Son mari se tenait à quelques pieds de distance, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, fixant le camion de déménagement loué comme s'il contenait les réponses à son chômage soudain. Les tantes et les oncles étaient déjà partis. Ils avaient fui dès que les menottes avaient claqué. Ils avaient laissé un plat de cuisson à moitié mangé sur le garde-corps du porche et un bonsaï assis dans l'herbe. Les déménageurs, deux jeunes hommes en chemise grise assortis, sont descendus de la rampe métallique. Ils m'ont regardé, puis Héloïse, incertains de qui signer leur feuille de temps. Je me suis avancé. Je leur ai dit que le déménagement était annulé. Je leur ai ordonné de charger les quelques boîtes qu'ils avaient sorties à l'arrière dans le camion et de s'en aller. Héloïse a levé les yeux, son mascara coulant sur ses joues entraînées sombres. Elle m'a demandé comment je pouvais être si sans cœur. Elle a pointé son ventre et a exigé de savoir où elle était censée aller. Je l'ai regardée. J'ai gardé ma voix neutre et vide de toute émotion. Je lui ai dit de demander à son mari. Je me suis retourné, inséré ma clé dans la serrure de ma porte d'entrée et je suis entré dans ma maison. J'ai poussé la lourde porte en chaîne derrière moi, verrouillant ces cris et le chaos qu'ils avaient apporté à ma propriété. La semaine suivante fut un flou de rendez-vous juridiques et de formalités administratives. L'avocat David a agi rapidement et avec une précision létale. Nous étions assis dans son bureau de luxe en centre-ville, examinant les documents finaux. Le juge d'État a annulé l'acte frauduleux d'un simple coup de plume. Le greffier du comté a effacé la signature falsifiée de mon père des dossiers publics. Mon titre de propriété a été restauré. La maison était à nouveau légalement et en toute sécurité mienne. Mais l'affaire pénale contre Richard Sterling ne faisait que commencer. David a expliqué la dure réalité des accusations. Le procureur d'État n'offrait pas un accord de plaidoyer indulgent. Mon père a été inculpé de 3 chefs d'accusation de fraude électronique, de vol d'identité et de vol immobilier aggravé. Il a payé une caution, épuisant ses économies de retraite pour ne pas finir dans une cellule de détention du comté. Mais sa liberté était une illusion. Il portait un bracelet électronique. Son passeport avait été confisqué. Il risquait une peine maximale de 10 ans dans un établissement fédéral. Le président de l'association des propriétaires, l'homme qui exigeait des allées impeccables et des filles obéissantes,
était maintenant un citoyen restreint. Il ne pouvait pas quitter les limites du comté. Il passait ses journées assis dans sa grande maison en briques en attendant une date d'audience, entouré par le silence assourdissant des parents qui l'avaient abandonné. L'ironie était palpable. Il avait essayé de voler mon sanctuaire, et ce faisant, il avait transformé sa propre maison immaculée en prison. Sans le parapluie financier de mon père pour la protéger, la réalité d'Héloïse s'est fracturée. Les frais juridiques ont dévoré l'argent que mon père lui versait habituellement pour subventionner son style de vie. Son mari, qui comptait sur les dons généreux de mon père depuis des années, a été obligé de postuler pour des emplois de vente au détail de niveau d'entrée. Ils ne pouvaient pas payer le loyer de leur appartement actuel, encore moins une maison Craftsman à 3 chambres. 2 semaines après l'arrestation, ils ont déménagé. Ils ont loué un appartement d'une chambre exiguë dans un complexe délabré à l'extrême est de la ville. Il n'y avait pas de place pour les 2000 € de meubles de chambre de bébé qu'elle avait achetés. Elle a dû vendre le berceau et la commode assortie en ligne pour une fraction du coût juste pour payer leur dépôt de garantie. J'ai appris cela par le bouche à oreille familial. Je n'ai ressenti aucune pitié. Elle avait joué un rôle volontaire et calculé dans un crime pour obtenir une vie pour laquelle elle refusait de travailler. Les conséquences étaient sa propre création. En parlant du bouche à oreille familial, les parents élargis ont réagi exactement comme je m'y attendais. 3 jours après l'arrestation, mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche. La tante Suzanne a créé un message de groupe avec chaque tante, oncle et cousin aînés de notre répertoire. Les messages arrivaient par dizaines. C'était un cours de maître en manipulation et en culpabilisation. La tante Suzanne a écrit que j'étais en train de déchirer la famille. L'oncle Robert a envoyé un long paragraphe affirmant qu'une fille ne devrait jamais envoyer ses propres proches en prison, quelle que soit l'erreur. Ils m'ont supplié d'abandonner les charges. Ils m'ont dit que mon père était un homme vieillissant et que sa santé déclinerait derrière les barreaux. Ils ont commodément ignoré le fait légal que je ne pouvais pas abandonner des accusations fédérales même si je le voulais. L'État était celui qui le poursuivait, pas moi. Mais plus important encore, ils ignoraient son crime. Ils voulaient que j'absorbe le traumatisme financier pour que la famille puisse maintenir son image fausse et impeccable. Ils s'attendaient à ce que la fille indépendante agisse comme l'agneau sacrificiel pour l'enfant d'or une fois de plus. J'étais assise sur mon canapé de salon, regardant les bulles de texte apparaître sur mon écran éclairé. Je n'ai tapé aucune réponse. Je n'ai pas défendu mes actions. Je n'ai expliqué les nuances juridiques de la fraude électronique à des personnes déterminées à ne pas me comprendre. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. J'ai cliqué sur le profil de contact de la tante Suzanne et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait exactement la même chose pour l'oncle Robert. J'ai fait défiler l'intégralité du message de groupe, bloquant chaque parent qui participait aux culpabilisations. En 5 minutes, l'afflux de messages s'est arrêté. Mon téléphone est devenu silencieux. Le silence était profond. Ce n'était pas le silence isolé et terrifiant de la nuit où j'avais trouvé l'avis d'expulsion. C'était un silence propre et paisible. J'ai coupé les racines toxiques qui me liaient à leur dysfonctionnement. Je respirais enfin de l'air libre. Ce soir-là, Jessica est venue. Elle a apporté 2 grandes pizzas et une bouteille de vin rouge coûteux. Nous nous sommes assis sur le sol de mon salon vide, mangeant des tranches sur des assiettes en papier, tout comme nous le faisions dans notre chambre de dortoir universitaire il y a des années. Elle a regardé autour de l'espace, admirant les lambris et la peinture fraîche sur les murs. Elle a levé sa coupe en plastique. Elle a porté un toast à la propriétaire légitime de la maison. J'ai triné ma coupe contre la sienne. J'ai regardé ma meilleure amie. Elle a risqué sa propre réputation professionnelle pour se tenir sur ma pelouse avant et affronter mon père intimidant. Elle n'a pas hésité à impliquer la police lorsqu'elle a réalisé ce qu'il avait fait. Le sang ne faisait pas de nous des sœurs, mais la loyauté oui. J'ai réalisé alors que la famille n'est pas définie par un nom de famille commun ou une lignée génétique. La famille est définie par ceux qui se tiennent à vos côtés lorsque le sol s'effondre. Jessica était ma vraie famille. Les personnes qui m'ont jeté au loup n'étaient que des étrangers que je connaissais autrefois. Cela fait 3 mois depuis ce samedi matin sur la pelouse. La maison est entièrement meublée maintenant. La chambre d'amis, celle que mon père essayait de transformer en chambre de bébé, est maintenant mon bureau à domicile. J'ai peint les murs d'un ton apaisant de vert sauge. J'ai acheté un grand bureau en chêne et je l'ai positionné juste en face de la fenêtre en bail. Je m'y assieds chaque matin,
buvant mon café torréfié foncé, regardant le quartier se réveiller. Je n'ai pas parlé à mon père. Je n'ai pas parlé à Héloïse. Le procès est prévu pour le début de l'année prochaine, et l'avocat David m'assure que mon témoignage sera bref et clinique. Je ne perds pas de sommeil à cause de cela. La colère vive qui m'a alimenté pendant ces jours sombres s'est dissipée, laissant derrière elle un noyau de respect de soi solide et inébranlable. Je me promène dans mes couloirs et je passe mes doigts le long des cadres de porte, sachant que personne ne pourra jamais me reprendre cela. Assise dans mon salon aujourd'hui, regardant les murs que j'ai payés avec ma propre sueur et mon dévouement, je réalise une vérité fondamentale. Le véritable pouvoir n'est pas seulement de survivre à une trahison, c'est de tenir les gens toxiques pour responsables, quels que soient les titres biologiques qu'ils portent. Vous ne devez la paix à personne. Vous ne devez pas votre avenir à vos parents simplement parce qu'ils vous ont élevé. Vous ne devez pas vos actifs à vos frères et sœurs simplement parce qu'ils refusent de construire leur propre vie. Établir une limite ferme n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de profonde autopréservation. Lorsque vous supprimez les personnes qui drainent votre lumière, vous créez de l'espace pour les personnes qui vous aident à briller. Mon père pensait m'enseigner une leçon de loyauté familiale. Au lieu de cela, il m'a appris à défendre mon royaume.